je m'appelle Catel Kiléveré et bienvenue sur clap.ch. C'était une chance déjà parce que quand on a l'occasion d'être à Cannes, il y a tout d'un coup une très forte concentration autour du film. Donc il y a toute une partie du travail de communication, de sortie, de presse qui se fait là. Donc c'est un formidable accélérateur de vie pour le film, si ça se passe bien. Parce que si ça se passe pas bien, ça peut être le contraire, ça peut être très destructeur comme expérience. Et là, en l'occurrence, j'ai eu la chance de vivre un moment très joyeux et très beau, quoi. Je me suis pas inspirée directement, mais ça, un des films dont on parlait souvent avec Mariette, ma co-scénariste, c'était Il était un père d'Ozu. Parce que c'est un film qui se passe sur une vingtaine d'années et qui retrace l'évolution d'une relation entre un fils et son père. Voilà, mais c'est quand même assez loin de Suzanne au final. Oui, complètement, ouais. Ouais, moi, j'ai apporté l'idée originale du personnage de Suzanne avec quelques éléments un peu fondamentaux de son parcours. Et assez rapidement, on a vraiment écrit à 50-50, quoi. C'est un ping-pong permanent de scènes, au point que, à part quelques scènes sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord, je ne saurais pas vous dire quelle scène est de moi, quelle scène est de Mariette. Non, j'ai pas pensé du tout à des acteurs en écrivant ce film, et c'est vraiment arrivé au moment du casting. C'est jamais évident de parler de la direction d'acteur parce que c'est quelque chose de très subjectif, de très intime, qui ne fait pas appel à une méthode en fait de travail. Je crois pas. En tout cas, pour ma part, j'ai pas de règles, pas de méthode. J'ai l'impression que je mets en place un dispositif qui est différent pour chaque personne, qui s'adapte à l'être humain qui est en face de moi. Et c'est comme si j'essayais de tourner autour de cette personne, de l'apprivoiser, de comprendre comment elle fonctionne émotionnellement et de me mettre dans une sorte de relation qui est quasi télépathique en fait, c'est comme si les deux inconsciences se branchaient et on essaie de se passer, de se transmettre un maximum de choses. Mademoiselle Suzanne Merewski est aujourd'hui passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 77 000 € d'amende. Mademoiselle Merewski, avez-vous quelque chose à ajouter ? C'est un peu comme de l'acupuncture aussi, quoi. Au fur et à mesure, on comprend où est-ce qu'il faut appuyer pour faire surgir tel ou tel type de ressenti. Mais donc, c'est une espèce de disponibilité très très grande, très très forte à la personne qui est en face de nous. Qu'elle soit fille, garçon, adulte, enfant, ça change rien, quoi. Voilà, une personne, une relation. Et, et après, il y avait évidemment une direction générale des acteurs sur ce film. La direction, c'était la pudeur et la retenue. Parce que comme c'est un film, c'est un vrai mélo, euh, qui prend en charge beaucoup d'émotions fortes, il fallait être capable d'être dans la retenue, dans la pudeur, pour permettre au spectateur d'accepter cette histoire et d'avoir de la place pour son émotion à lui. La générosité, aussi parfois, au cinéma, pour un comédien, c'est d'être capable de retenir ses larmes pour que le spectateur puisse libérer les siennes, quoi. Donc on était dans cette dynamique-là, tous ensemble. Ça a été un tournage éprouvant pour elle. C'était un rôle quand même très difficile et qui lui demandait d'aller chercher en elle des choses très, très profondes, parfois sans doute douloureuses. Euh, donc c'était un travail énorme qui demandait beaucoup de maturité aussi. Moi j'étais fascinée par la maturité émotionnelle de cette fille. C'est comme si elle avait déjà vécu 100 vies alors qu'elle avait 25 ans. Elle a réussi à traverser la maternité, le deuil, la passion amoureuse. Malgré tout le travail commun qu'on a fait, il y a quelque chose qui reste un mystère pour moi dans l'interprétation de Suzanne, qui nous dépasse toutes les deux. Oui, en fait, à partir du moment où j'étais convaincue que je voulais faire un film qui soit très romanesque, qui se déploie sur 25 ans, que j'ai construit vraiment comme le biopic d'une inconnue,
bah forcément, il a fallu faire des choix, se demander ce qu'on allait couper dans cette histoire, dans ces parcours de vie. Et c'était passionnant de se dire, tiens, ça va faire partie du hors-champ, ou au contraire, ça va être dans le champ. Et parfois, un événement très fort, très important, n'est pas raconté. Parce que l'abstraire du récit, ça peut être lui donner d'autant plus d'importance en fait. Et c'est un film qui fait très fort appel à l'intelligence du spectateur, à son propre vécu, à ses interprétations, pour combler les ellipses qui sont presque comme des trous, des béances dans le récit. C'est vrai qu'il y a un parti pris qui est assez radical là-dessus. Et, et qui participe, je pense, du romanesque du film. Le film fonctionne comme un souffle, comme ça, comme une espèce de train dans la nuit. Et il faut monter dedans et suivre le rythme, quoi. Ça aussi, c'était un pari, m'autoriser à faire disparaître mon personnage principal, m'autoriser aussi à ce que, dans le premier quart d'heure du film, on puisse se sentir un peu perdu parce qu'il n'y a pas de personnage principal, il n'y a pas d'intrigue au sens strict. On est dans le vécu d'une famille et simplement dans le tissage des liens émotionnels entre un père et ses filles, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une structure de récit qui est pas, qui est pas classique, donc forcément parfois un peu déroutante, mais pour moi qui participe de la force du film. Non, en fait ça m'intéressait pas d'être dans la reconstitution, je m'en fous. C'était tellement pas le cœur du film qu'au contraire je me disais, moins on se posera de questions sur l'époque dans laquelle on est, plus le film fonctionnera. Et par contre, ce qui me plaisait, c'était de plonger le spectateur dans le ressenti d'une époque. C'est un travail de suggestion plutôt qu'un travail d'exhaustivité. Du coup, ça fait appel à des objets, en fait, à, à la mémoire collective des Français, quoi. Et tout d'un coup, ils verront passer dans un plan un vieux Minitel, un répondeur un peu géant, une matière de rideau, un t-shirt Mickey que tout le monde avait dans les années 80. Mais ça passe en fait, ça passe et ça participe de la mémoire collective et du ressenti d'une époque. Avec Franck, en fait, on se parle de la musique dès le scénario. Je lui fais lire le scénario quand il est terminé. On parle de la tonalité, de la couleur musicale du film. Là, c'était assez clair pour moi, assez vite, que je voulais un son rock. Rock, crunch, qui assez fédérateur des années 90, qui était mon adolescence et celle de Suzanne, en fait, et de Maria. Donc, il m'envoie des compiles, en fait, et je commence à écouter des choses pendant le tournage. Parfois, il y a des scènes, je mets de la musique sur le plateau, parfois. Il y a des mouvements de caméra qui sont fonction aussi de certains morceaux pour trouver leur rythme. Et puis c'est au montage que ça devient vraiment déterminant. Et là, je travaille en musique. C'est-à-dire que la musique m'a vraiment aidé à trouver le film, à comprendre à quel moment il en avait besoin ou pas, et donc à trouver sa scansion, son rythme, sa structure. J'ai beaucoup discuté avec Suzanne, et c'est elle qui a préféré que ce soit moi qui vous en parle. Votre fille est enceinte. Et pourquoi tu l'as gardée? Parce que j'en avais envie. Et une fois que ça s'est trouvé, j'enlève la musique que j'ai utilisée pour monter, et j'ai fait appel à une musicienne, Verity Suzman, qui est la leaduse d'un groupe qui s'appelle Electralane, qui était un groupe assez culte aussi dans les années 2000. Et je lui ai demandé de recomposer pour le film. Si je suis convaincue qu'une scène est musicale, qu'elle le sera, et que j'ai une idée précise de la musique, évidemment, je la fais entendre aux comédiens, mais pas seulement, aux techniciens aussi au plateau, parce que ça influe sur le travail. Et après, ça peut être aussi simplement des pauses entre deux plans, entre deux changements d'axe, mettre de la musique pour baigner les gens dans quelque chose, en fait. Parce que je crois beaucoup au climat. Le climat, en général, comment il influe surtout. Pour moi, c'est pas un film noir, enfin, c'est pas un film plombé, triste. C'est un film qui
qui est chargé de beaucoup d'émotions et de beaucoup d'émotions contraires. Je sais qu'en tant que spectatrice, ce que j'aime au cinéma, c'est vivre quelque chose d'intense. Il y a l'idée d'une catharsis, c'est-à-dire que j'y vais pour me confronter à des émotions fortes, peut-être mettre à distance celles de la vie aussi, lâcher celles que je ne peux pas lâcher dans la vie. Et c'est ça que j'ai envie de donner aux spectateurs, une expérience de cinéma intense. Leur permettre de, je sais pas, de pleurer, de rire, de s'interroger. Et donc c'est un film comme ça, Suzanne. C'est un film qui prend en charge plein d'émotions, mais qui respecte l'oscillation de la vie, avec ses joies et ses douleurs. Et le film est finalement, finalement ouvert. Je crois que le dernier visage du film, c'est le visage d'un adolescent qui a une route devant lui, qui est debout, qui danse même, et qui a quelque chose sur la transmission. Il y a quelque chose de l'amour qui circule tout le temps dans ce film et qui passe. Quand je dis grand écart, c'est juste que, en fait, Suzanne est vraiment nourrie de deux tensions esthétiques qui pourraient paraître contraires. C'est un amour du réel. Il est un père, cet enfant ? Non. Il va falloir que je parte un petit peu. T'as fait quoi? Faut pas que je dise, ça porte malheur. Le film se met en situation documentaire à plein de moments et en même temps une vraie tension vers quelque chose de plus lyrique, l'influence du mélodrame, notamment du mélodrame hollywoodien, Douglas Sirk en effet, James L. Brooks. Et quand je parle de grand écart, c'est que voilà, ça paraît pas évident que ces deux esthétiques, ces deux tensions-là puissent aller ensemble. Donc je suis dans une quête de réunion de ça, voilà. Bah, bien sûr, dans l'évolution d'un réalisateur, le succès d'estime du film et le succès en salle a une incidence toujours sur le film suivant. Il faut être capable de réagir par rapport à ça, d'évoluer par rapport à ça si on veut s'inscrire dans le temps. Rien n'est jamais joué en fait, c'est pas parce qu'on a fait un film qu'on en fait un deuxième et voilà. Et évidemment que le succès d'un Poison violent m'a permis de faire Suzanne plus facilement, parce que j'avais beaucoup de mal à financer un Poison, donc ça a été plus simple. Et la suite, elle n'est pas écrite, quoi. On va voir, tout va dépendre du projet, parce que c'est évidemment, plus on fait ses preuves et plus les gens, plus le marché aussi a envie de suivre. Mais il faut quand même toujours avoir un projet qui soit super solide et qui fasse envie. Et ça, c'est pas fait encore. Voilà. Oui, c'est un festival que j'ai créé avec un ami, Sébastien Bailly, et Maggie Cisterne aussi. On a créé ce festival à 3. Et c'était vraiment une époque où on avait la sensation que ce qui passait de plus riche dans le cinéma, c'était dans le moyen-métrage. Parce que c'était un format très libre, en fait, qui subissait pas la standardisation qui peut se sentir un peu parfois dans le court, où on est un peu toujours guetté par la notion de chute, de fin, et en même temps qui subissait pas non plus les pressions du marché, des questions qu'on doit se poser quand on passe au long métrage. Et il y avait plein de jeunes cinéastes super intéressants qui se saisissaient de ce format-là, et en même temps c'était le format qu'on voyait le moins, en fait, parce que les festivals de court les prenaient pas, les festivals de long non plus. C'était un peu une espèce de film bâtard qui avait pas d'endroit pour eux, donc on a décidé de leur en créer un. Et ça a aussi été l'occasion de revisiter l'histoire du cinéma international à travers ce format. C'est-à-dire d'aller se demander si des cinéastes très connus étaient passés par là, par ce format, et de faire redécouvrir des films en fait qui avaient été un peu oubliés. Moi je me nourris de tous les arts déjà. J'essaye ça passe par la photo, beaucoup. Je suis passionnée de photographie. Les films des autres, bien sûr, ça a été mon école de cinéma, les films des autres, en fait. Et je continue à en voir un maximum. Et ça passe par plein de films différents. Dans la même semaine, je peux aller voir Gravity, le film de Jacques Doyon, un film, je sais pas,
J'ai pas de chapelle de cinéma, quoi. Ma cinéphilie, elle est super large et éclectique. Et de toute façon, quand on commence à avoir un film en tête, à rentrer dans un processus de création, c'est comme un truc dans le cerveau qui se branche et tout vient nourrir la chose qu'on est en train de fabriquer, d'écrire. Donc ça peut être une situation dans la rue, ça peut être le film qu'on vient de voir, ça peut être une musique. Tout devient une sorte de... Tout est filtré par le projet qu'on est en train de nourrir.